Bonjour à toutes et à tous. Alors voici une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu, qu'est-ce que l'hypnose et aussi vous présenter un modèle de l'esprit humain. Alors un modèle, c'est ce que ça dit, c'est un modèle. Ça permet juste de mettre en avant une compréhension, en tout cas un paradigme de compréhension de l'esprit humain. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est de la vérité, c'est juste un modèle à vous partager pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent les choses. Alors, dites-vous que, pour bien comprendre ce que c'est l'hypnose, imaginez-vous que dans votre esprit, il y a plusieurs parties. Il y a votre partie logique, votre partie qu'on appelle l'esprit conscient, qui est là pour, finalement, c'est la partie rationnelle, qui met du sens, c'est votre volonté. À côté de ça, il y a votre partie émotionnelle, qu'on appelle parfois le subconscient. Donc c'est votre partie qui gère vos émotions, vos habitudes, vos comportements, vos valeurs, vos idées, et votre mémoire également. Et à côté de ça, il y a une fonction, une autre partie qu'on pourrait appeler la partie instinctive, ou l'inconscient, qui s'occupe de tout ce qui est physiologique, ce qui est automatique, les battements de cœur, le système immunitaire, la respiration, etc. Toutes les choses que vous consciemment ne pouvez pas contrôler. Voilà, alors, finalement, quand vous vivez quelque chose, en fait, dans la vie de tous les jours, quand vous vivez un événement, vous le vivez à ces différents niveaux en même temps. Vous le vivez à un niveau conscient, un niveau subconscient, donc un niveau émotionnel, et un niveau inconscient. Et ces événements peuvent avoir différents impacts. Alors parfois, on a tendance à croire que oui, finalement, notre subconscient, notre inconscient, là, il a toutes les réponses, et toutes les bonnes réponses, alors que c'est excessivement faux. Pour vous donner une idée, l'esprit a parfois tendance à être excessivement stupide. C'est-à-dire que votre partie émotionnelle, elle gère vos émotions, mais elle ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginaire. Le danger réel, pouf, imaginons que vous avez peur des chiens. Vous rencontrez un chien, vous avez peur. Jusque-là, c'est pas encore trop grave. En fonction de l'intensité de la peur, c'est pas encore trop grave, parce que ce qui fait peur, c'est présent. Après, encore une fois, tout dépend de l'intensité, parce que si vous êtes tétanisé en croisant un chihuahua, tout de suite, oui, il y a un petit problème, des questions à se poser, et un travail émotionnel de désensibilisation qu'il est possible de faire généralement très facilement. Mais ça, c'est une peur réelle. L'élément qui fait peur, il est présent. La peur imaginaire, ça, le problème, c'est que, vous marchez dans la rue, et là, vous vous dites, ouais, mais au coin de la rue, je vais peut-être croiser un chien. Et là, vous avez déjà peur, il se passe rien. Il se passe rien. Mais votre esprit vous renvoie de la peur, il vous renvoie finalement une sensation comme quoi il y a un danger potentiel, alors qu'au final, il n'y a rien, en fait. Et là, ça peut être tout de suite beaucoup plus handicapant. Et ça, c'est un exemple pour ça, mais ça peut être la même chose. Dites-vous que, les personnes qui ont le vertige, c'est un peu comme si, et peu importe pourquoi, c'est-à-dire que vous avez pu vivre un événement traumatisant, et donc un événement émotionnellement intense ou pas, vous avez peut-être juste entendu parler de quelqu'un qui était tombé dans les escaliers, et puis vous commencez à avoir peur. Et imaginez que votre esprit, finalement, il détecte que l'escalier c'est dangereux, parce que l'escalier, on peut tomber, on peut se faire mal, pour tout un tas de choses, pour tout un tas de raisons. Et c'est potentiellement vrai, concrètement, en tombant dans un escalier, on peut se faire très très mal. Et là, consciemment, vous savez que, finalement, tomber d'une marche d'escalier, imaginons un petit escalier de 2-3 marches, tomber de 20 cm, tomber de debout, ça ne va pas changer grand-chose. Ouais. Consciemment, vous le savez. Mais votre partie émotionnelle, elle peut ne pas être d'accord. Si votre partie émotionnelle estime que c'est dangereux, généralement, face au danger, on a 3 grosses réactions. Soit les personnes qui sont immobilisées, la sidération. Et donc là, la personne ne sait plus bouger. Soit les personnes qui sont dans le contrôle, finalement. Les personnes qui vont être très vigilantes et essayer de contrôler un maximum de paramètres, qui vont descendre les escaliers, mais ça va être épuisant. Ou la fuite. Et là, la fuite, imaginez que votre esprit décide de vous envoyer de la fuite et vous envoie une boule dans le ventre pour dire ça, c'est dangereux. Et vous dites, ouais, mais c'est quand même un escalier, je peux quand même y aller. Et vous essayez de descendre. Et là, plusieurs réactions possibles. Soit votre esprit se dit, ouais, c'est vrai que finalement, c'était pas si dangereux que ça, et il diminue finalement cette boule petit à petit. Soit il vous renvoie un autre message, mais il vous dit, ah tiens, là tu m'écoutes pas, une boule dans le ventre, c'était pas suffisant. Ok, on va augmenter cette boule. On va augmenter, ça va devenir finalement, en plus une boule à la gorge, la tête qui tourne, des bouffées de chaleur, des nausées, jusqu'à ce que la personne soit complètement incapable d'approcher un escalier ou de penser à descendre un escalier. Juste parce que l'esprit a estimé que c'était dangereux. Un autre exemple, une autre
autre type de décision stupide, imaginez que c'est le cas de la cigarette. Imaginez que dans votre vie, votre esprit, il stocke toutes les solutions toutes les sources de plaisir que vous avez pu vivre depuis votre naissance jusqu'à maintenant, toutes les solutions qui vous rapportaient du plaisir, il les stocke. La nourriture, les câlins, la cigarette. Et parfois pour de mauvaises raisons. Parce que votre esprit peut stocker la cigarette comme source de solutions de plaisir, juste parce que ça faisait partie d'un groupe social, et qu'au travers du groupe social, vous avez récupéré du plaisir, le plaisir d'être en groupe, etc., la sécurité, tout un tas de choses. Et que vous vous sentiez bien. Et puis votre esprit a assimilé ça à, pouf, du plaisir. Et puis dites-vous que dans votre vie, finalement, il se passe tout un tas de choses, et la vie c'est stressant, et finalement, votre esprit, il assimile la cigarette à quelque chose qui va vous détendre. Et là, le problème, c'est que consciemment, vous avez beau vous dire que, médicalement parlant, la cigarette, elle fait tout sauf vous détendre. La cigarette, elle vous stresse avec tous ces produits toxiques que vous ingérez, ça stresse le corps, ça rend de plus en plus tendu. C'est la même chose qu'avec les anti-anxiolytiques. Plus on en prend, plus on est stressé. Et là, concrètement, votre esprit, c'est pas grave. Il assimile quand même ça à une sensation de détente. Et donc, quand vous allez fumer, oui, vous allez avoir l'illusion de vous sentir détendu. Jusqu'à ce que vous arrêtiez, jusqu'à ce que le stress revienne, en fait, et parfois de manière un peu plus intense. Juste à cause de l'idée que la cigarette, au final, la cigarette, c'est dangereux. La cigarette, ça rapporte finalement du plaisir. Et malgré le fait que ce soit dangereux, la cigarette vous rapporte du plaisir. Malgré le fait que vous vous empoisonnez petit à petit, ça vous rapporte du plaisir. Simplement. Alors ça, c'est pour certains types de comportements, mais imaginez que c'est la même chose pour les idées. Et ce que vous pensez de vous. L'être humain, comme toute chose dans l'univers, il aime bien la stabilité. Et imaginez que, il y a un filtre entre ces différentes parties de votre esprit, qu'on pourrait appeler le facteur critique. Ce filtre, il va venir s'assurer d'une stabilité. Et imaginez que vous pensez de vous, je suis quelqu'un de bien. Et puis il se passe quelque chose entre vous, il y a un échec, ou quelqu'un vous fait une remarque, une critique. Et là, en fonction de la personne de qui ça vient, ça peut provoquer des émotions. Ça peut provoquer de la colère, de la tristesse, peu importe. Mais ça ne va pas forcément changer ce que vous pensez de vous. C'est un peu comme si ce filtre-là, il allait regarder, ok, qu'est-ce qui est écrit dans le subconscient ? Je suis quelqu'un de bien. Ok, alors ça ne va pas changer. Sauf si ça se produit régulièrement. Et là, si ça se produit régulièrement, vous allez passer de « je suis quelqu'un de bien » à « ouais, mais je suis peut-être pas si bien que ça au final ». Et là, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous pensez « je suis peut-être pas si bien que ça », la prochaine fois qu'il y a une critique, le facteur critique, ce filtre-là, il va regarder, il va dire ça va dans le même sens, donc il n'y a pas besoin de filtrer. Et de « je suis pas si bien que ça », ça va dire « ouais, mais en fait, je suis peut-être pas bien ». Ça va devenir « oui, mais je suis pas quelqu'un de bien du tout, carrément, je suis vraiment une merde, je sers plus à rien, je mérite pas d'être bien ». Et là, le problème, c'est que ce filtre, il va faire exactement l'inverse. On va vous dire quelque chose de positif. Là, le petit souci, c'est que le filtre, il va regarder, qu'est-ce qu'il y a dans le subconscient, je suis une merde. Ok. Il va filtrer. Et vous allez rationaliser, en disant, ouais, tiens, qu'est-ce que la personne me veut, là, elle me fait des compliments, mais elle ne le pense pas, ou ça, c'est ma famille, ou mes amis, c'est pour me faire plaisir, c'est pas vrai, en fait. Tiens, j'ai réussi mon travail, j'ai fait du bon travail, ouais, mais ça, tout le monde peut le faire. Alors que non, on le rationalise, en fait. Par contre, l'inverse, c'est vrai. Vous allez arriver en retard au boulot, parce que, il y a eu un embouteillage. C'est de votre faute. Et tout le monde va, finalement, quand on a des pensées négatives, on va rationaliser et intégrer, et finalement amplifier toutes les sensations négatives qu'on pourrait ressentir, juste à cause d'une idée. Alors, ce que vient faire l'hypnose, là-dedans, c'est de venir désactiver ce filtre et connecter les différentes parties de votre esprit. Que ce soit pour faire un travail du conscient vers le subconscient, ou du subconscient vers l'inconscient, peu importe, mais venir réunir ces différentes parties, c'est pour établir une connexion et venir effectuer un changement. Simplement. Alors parfois, il y a des gens qui me disent « oui, mais du coup, en hypnose, il y a des gens qui ont peur, finalement, de perdre le contrôle. Il y a des gens qui me disent « oui, mais je sais pas lâcher prise. » L'hypnose, c'est pas une question de lâcher prise. C'est une question de contrôle différent. L'esprit humain, votre subconscient, il a tendance à fonctionner comme Google. C'est-à-dire, quand vous faites une recherche sur Google, vous tapez une phrase, vous recherchez, c'est Google qui vous donne la réponse. C'est la même chose pour votre esprit, vous lui demandez, il le fait. Si vous essayez de le faire à sa place, il est un peu fainéant, il ne va pas le faire, en fait. S'il n'a aucune bonne raison de le faire, pourquoi il ferait le travail ?
Et donc finalement, l'esprit humain, c'est une question de contrôle différent. Vous apprenez à demander à votre esprit et que votre esprit effectue le changement. Simplement. Après, il y a plusieurs façons de travailler. Il y a des gens qui vont travailler de manière totalement inconsciente, où on est complètement barré. Moi, personnellement, je ne travaille pas comme ça et ça pose absolument aucun souci. Vous êtes conscient de tout ce qui se passe et pourtant, les changements se produisent. Donc, vous serez toujours conscient. Et généralement, d'ailleurs, le cerveau, il est généralement 3 à 4 fois plus actif quand on est en transe hypnotique. Ce qui fait que vous pouvez avoir de plus en plus de contrôle sur la douleur, par exemple. Votre esprit peut supprimer ou réinterpréter, en fait, le signal de la douleur. C'est-à-dire que dans la douleur, il y a 2 composantes. La composante physique, c'est-à-dire, tiens, il y a une aiguille dans le doigt, c'est le signal de l'aiguille qui passe dans les neurones, qui va jusqu'à la moelle épinière, qui va jusqu'au cerveau. Et l'interprétation de cette douleur, qui est l'interprétation que fait le cerveau et le signal qui renvoie dans tout le corps. Et ce que vient faire l'hypnose, quand on est dans un état de transe profonde, c'est venir réinterpréter ce signal de douleur, ce qui fait qu'à un certain moment, on peut ne plus avoir mal, ou même ressentir des sensations de chaleur, ou des sensations agréables, quand il pourrait y avoir un inconfort, en fait. Simplement parce que l'esprit peut fonctionner comme ça. Voilà, alors, à savoir aussi... parfois, quand je demande si les gens ont déjà fait de l'hypnose, il y en a beaucoup qui me disent non. Mais c'est faux. Pratiquement tout le monde a déjà fait de l'hypnose. L'hypnose, c'est un état naturel, c'est un état que vous vivez dans la vie de tous les jours. Quand finalement, vous êtes concentré sur quelque chose, que ce soit au travail ou quoi que ce soit, vous perdez la notion du temps, vous êtes en transe hypnotique. Quand vous faites du sport, vous êtes en plein dans une action, vous ne voyez pas le temps passer, vous êtes en transe hypnotique. Et ça peut peut-être déjà arrivé en réunion ou en cours, à un certain moment, vous vous rendez compte que vous n'écoutez plus rien, vous entendez plus rien, et plus vous essayez de vous concentrer, et moins vous entendez. Vous êtes en transe hypnotique. Quand vous faites de la marche ou de la randonnée, que vous marchez toute une journée, et puis que, en fin de journée, vous vous asseyez, et quand vous vous asseyez, vous vous rendez compte que vous avez mal. Et là, vous vous rendez compte que la douleur, elle revient de plus en plus. C'était une anesthésie. Une anesthésie naturelle. La douleur, elle était déjà présente, les pieds étaient déjà fatigués, votre corps était déjà fatigué. C'est juste que vous ne le sentiez pas. De la même manière, quand on se cogne parfois, quand on se cogne ou quand on se coupe, parfois on ne le sent pas. Et puis quand on regarde et qu'on le sait, pouf, ah oui, je suis coupé, j'ai mal. Pareil avec les enfants. Les enfants, parfois, ils se font de grosses blessures. Tant qu'ils ne le savent pas, ils ont pas mal. Et puis dès qu'ils le savent, ils se mettent à hurler, ils ressentent de la douleur, etc. C'est exactement le même principe. On vit tous des états de transe naturels. Alors, c'est bien beau de dire que vous ne perdez pas le contrôle, et peut-être me dire « Ouais, mais j'ai vu Mesmer à la TV, j'ai vu tout un tas de trucs, et les gens, ils perdent le contrôle, ils dorment. » Mais non, les gens ne dorment pas, en fait. Ils sont dans un état... Ils ont l'impression de vivre un rêve éveillé. En fait, le facteur critique, qui est la partie logique qui nous permet de réinterpréter les choses, il est désactivé. Et par contre, en hypnose de spectacle, on vient mentir sur une petite chose, parce que c'est beaucoup plus simple. Imaginez que, vous savez que c'est vous qui deviez accepter finalement les suggestions. Et imaginez, je vous dis, dans un instant, quand je claquerai dans les doigts, pouf, vous serez un chien. Et vous ferez le chien. Et vous êtes devant 3000 personnes. Si vous faites le chien et que vous avez l'air ridicule, c'est pas de votre faute, c'est de la faute de l'hypnotiseur. Par contre, si c'est vous qui deviez accepter la suggestion, vous allez vite vous rendre compte que si vous faites le chien, c'est vous qui avez l'air ridicule et c'est de votre faute. Et la suggestion, elle est beaucoup moins acceptée. De la même manière que si je vous dis, dans un instant, quand je claquerai dans les doigts, pouf, vous verrez un éléphant rose en train de danser, en tutu, en faisant de la trompette. Si vous êtes sous le pouvoir de l'hypnotiseur et que vous ne vous posez pas la question, pouf, vous ne posez pas la question, ça va se produire, votre esprit va vous le faire voir, il va vous faire vivre. C'est marrant parce que c'est un peu comme dans un rêve, vous allez savoir que c'est illogique, mais ça va être présent. Par contre, si c'est vous qui devez accepter l'idée, c'est un peu comme si vous disiez, mais il n'y a pas d'éléphant rose, c'est pas possible. Déjà un éléphant rose qui joue de la trompette, déjà un éléphant rose, ou déjà un éléphant dans une pièce, c'est pas possible. Si vous vous dites que c'est pas possible, votre esprit réalise que vous attendez. Donc si vous vous dites, c'est pas possible, votre esprit, il va le rendre impossible, et donc il va pas le faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles on vient mentir, ça rend les choses beaucoup plus faciles en hypnose de spectacle. Et un bel exemple où on vient mentir, c'est assez drôle, c'est celui où on vient mettre les doigts comme ça, en fait.
faut savoir, l'être humain, il a des mains courbées. Moi, si je mets mes mains l'une contre l'autre, elles sont comme ça. Alors si en plus je dois serrer comme ça, je dois faire un effort. Puis on demande aux gens de tendre leurs doigts. Et si je tends mes doigts, ok, pas de souci, je fais un effort d'étendre. Et puis là, comme tout être humain, si je fais plusieurs choses en même temps, je les fais moins bien. Et donc on demande aux personnes, en plus de tendre les doigts, de se concentrer sur l'espace entre les doigts. Déjà, si je me concentre sur l'espace, je fais les choses moins bien. En plus de ça, on va imaginer des aimants, on va rajouter la suggestion que plus on se détend, plus se rapproche, plus on se détend. Ce qui est vrai, hein, si on se détend, les doigts ils se touchent. Hein. Jusque-là, il n'y a pas de magie, il n'y a rien qui se passe. Ouais, sauf si. Donc les doigts vont se rapprocher tout seuls, hein, c'est normal, on fait plusieurs choses, donc on les tend moins bien, ils se rapprochent. Jusque-là, pas de magie. Sauf si on se dit, ah ouais, mes doigts là ils se rapprochent parce que le gars là-bas il me l'a dit, le gars il a un pouvoir particulier. Ah ouais, il se passe quelque chose de magique. Et là, si on accepte l'idée que si les doigts se rapprochent, c'est pas parce qu'on se détend, c'est parce que le gars il nous l'a dit. Si le gars il nous dit que nos doigts vont être complètement collés, on va peut-être accepter l'idée que les doigts sont complètement collés. Et si on accepte l'idée que les doigts sont complètement collés, notre esprit va le rendre réel. Et donc, on n'arrivera pas à les décoller, volontairement en tout cas. Alors qu'au final, c'est excessivement simple de les décoller. Il suffit d'imaginer qu'ils sont décollés. Hein. On demande à l'esprit de les décoller, pouf, ils sont décollés. Mais en hypnose de spectacle, on vient mentir là-dessus. Est-ce qu'il peut faire peur sur la perte de contrôle, alors qu'au final, c'est la personne qui a tout le contrôle, c'est l'imagination de la personne qui va réaliser tous les phénomènes hypnotiques. Simplement. Alors voilà, parfois on me demande aussi la question de la réceptivité. Est-ce que j'espère que je vais réussir à rentrer en état d'hypnose? Concrètement, vous n'avez pas besoin de moi pour entrer en état de transe hypnotique, vous le faites très bien. Tout le monde y arrive. C'est pas une question de réceptivité, c'est plus une question de résistance, une question de peur de ce qu'on va découvrir, de peur de ce qu'on va vivre. Encore une fois, de peur de fausses idées, comme peur de perdre de contrôle, peur de dire, finalement, de révéler tous ses secrets, alors c'est excessivement faux. Mais tout un tas d'idées comme ça qui peuvent venir freiner le processus. Alors voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à les poser, que ce soit par mail, en privé, en commentaire, peu importe. Voilà. Passez une bonne journée.